l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Je suis membre du CRISE. Je suis aussi en ce moment conseillère scientifique au TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale. Je suis aussi en ce moment présidente de la commission scientifique économie sociale et coopérative du CIREC International, qui est un centre de recherche basé en Belgique, mais qui compte une quinzaine de sections nationales en Europe, en Asie, en Amérique latine et ici au Québec. Nous avons 4 conférenciers qui vont traiter de ce thème. Faut-il repenser l'innovation sociale? Alors, je vous les présente rapidement avant de leur donner chacun la parole pour environ 5 minutes pour qu'ils nous donnent la quintessence de leur message avant d'entrer dans la discussion avec vous, chers participants, qui êtes, je vous le dis tout de suite, au nombre de 26 à l'heure qu'il est. Donc, et je les nomme dans l'ordre qu'ils apparaissent au programme, et je leur demandais d'intervenir aussi dans cet ordre-là. Donc, Philippe Dufort, bonjour Philippe, qui a un doctorat du département de politique et d'études internationales de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni et professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Il étudie, et on en aura un peu une extraction aujourd'hui, les racines épistémologiques de l'innovation stratégique dans un intérêt particulier pour les formes utiles aux praticiennes et aux praticiens des mouvements sociaux. Vous êtes le fondateur, Philippe, et le directeur de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère. Outre votre expérience en recherche universitaire, vous avez récemment travaillé comme journaliste en Amérique latine et analyste à la mission canadienne auprès de l'Union européenne. Margie Mendel est professeure émérite distinguée à l'École des affaires communautaires et publiques et directrice de l'Institut d'économie politique Carl Polanyi à l'Université Concordia à Montréal. Elle est membre du CRISE depuis au moins presque aussi longtemps que le CRISE existe. Elle est membre fondatrice du Forum mondial de l'économie sociale, le GSF, et en est toujours l'une des membres du comité conseil. Elle est aussi membre du conseil d'administration du chantier d'économie sociale et de l'entreprise économie sociale, la TOU. Elle est membre de comité de rédaction de diverses revues et personnage bien connu sur la scène publique canadienne, québécoise et internationale sur les questions d'innovation sociale et d'économie sociale. Jonathan Durand-Folco, qui est professeur adjoint, lui aussi à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à l'Université d'Ottawa. L'Université Saint-Paul à Ottawa. Pas encore assimilé à l'Université d'Ottawa, et directeur du Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, un nom assez proche du CRISE, mais qui fait le CRITS. Vous êtes l'auteur de « À nous la ville », traité de municipalisme chez Éco-Société, et vos intérêts de recherche portent sur la démocratie participative, la politique municipale, les communs, la transition écologique et les fondements théoriques en innovation sociale. Simon Tremblay-Pépin, professeur lui aussi, c'est un takeover, professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul, titulaire d'un master en économie de Paris-Sorbonne, d'une maîtrise de l'UQAM et d'un doctorat en sciences politiques de York. Vos intérêts de recherche portent sur la démocratisation de l'économie, la critique des médias et les finances publiques. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le Manuel pour changer le monde, rien de moins, coécrit avec des collègues de son département, et du vin et des jeux, ce que nous nous promettons pour la suite du colloque, bien entendu. Mesdames, messieurs, en 5 minutes et dans l'ordre que vous apparaissez au programme, donc Philippe Dufort, pourquoi est-ce qu'il faut repenser l'innovation sociale sous l'angle de l'émancipation? Donc, dans le papier que je vous ai soumis, je présente d'abord que la réflexion qui est présentée est une réflexion qui justement se retrouve de façon assez transversale dans notre département d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul à Ottawa. J'en ai tenté une synthèse, premièrement dans un but pédagogique, et c'est ce texte-là est l'occasion de commencer à synthétiser cette synthèse qui était tout de même de 60 pages environ. Donc là, j'ai pu faire un texte de 5000 mots avec le cœur de la présentation de l'argument sur l'innovation sociale émancipatrice. Pourquoi revoir? Parce que nous croyons que
les crises systémiques, particulièrement le besoin urgent d'une transition socio-écologique, nous amène à voir le défi de l'innovation sociale comme un défi de justice socio-environnementale qui est urgent, mais qui doit mener à des ruptures. Puis j'ai vu que c'était un thème qui est présent dans différentes présentations là durant les 2 jours du colloque. Donc, comment repenser l'innovation sociale pour l'orienter comme défi intellectuel et comme défi pratique vers cette transition systémique? Les idées de Karl Polanyi et les idées de Nancy Fraser permettent de repenser, plutôt que de parler d'impact, le papier met l'argument théorique central autour d'une notion que j'appelle l'effet social. C'est donc dire, plutôt que de considérer l'innovation sociale en fonction des institutions capitalistes et leur régulation, c'est une approche un peu plus traditionnelle, voyons comment l'innovation sociale a un potentiel d'effet transsystémique, d'effet de perturbation du système, et ça en fonction des 3 courants principaux que définit Nancy Fraser. Est-ce que l'innovation sociale amène une marchandisation d'une société qui était auparavant influencée davantage par d'autres normes? Est-ce qu'elle emmène au contraire une protection sociale ou est-ce qu'elle emmène une critique des systèmes d'oppression et donc entraîne davantage d'émancipation? Donc, on pense à l'innovation sociale en termes de son effet social par l'un de ces 3, comment elle s'inscrit dans l'un de ces 3 grands mouvements néo-polaniens, donc inspirés par Nancy Fraser. Toutes sortes de concepts en découlent, comme les effets paradoxaux des innovations stratégiques en innovation sociale. Par exemple, si on utilise la marchandisation afin d'acquérir des ressources, mais qu'on se bat contre le racisme dans une communauté, on se retrouve à créer en même temps un effet social de marchandisation et d'émancipation, et ce qui crée des tensions dans les organisations. Et vous tous et toutes, je suis certain, avez déjà eu ces discussions avec des praticiens et praticiennes. Et c'est vraiment là le cœur de la proposition, c'est de créer un cadre qui permet aux gens qui rêvent, pensent, agissent au sein du système capitaliste, mais voient au-delà de ce système-là dans les effets qu'ils tentent de créer. Le papier présente aussi la pensée de Olin Wright comme une référence pour tenter de déployer dans l'espace et le temps ces concepts-là, donc de penser la mise à l'échelle en fonction de blocages institutionnels et systémiques qu'on retrouve de façon très locale, mais qui représentent finalement, qui sont des symptômes de l'enchevêtrement spécifique des grands systèmes d'oppression dans un territoire donné. Le papier suggère que la nécessité d'aborder et d'intégrer une perspective d'émancipation sociale émancipatrice, inspirée de Polanyi, permet aux acteurs d'un territoire, ultimement, de se coordonner, d'identifier quels sont les blocages institutionnels les plus urgents qui empêchent donc cette montée en force d'acteurs qui soient peut-être interstitiels ou en symbiose au sein de l'État, afin de passer à un prochain niveau potentiellement de démarchandisation, par exemple, au sein d'un territoire donné. Ça permet de penser la concertation au-delà de l'allocation des ressources, mais bien vers une concertation stratégique de transition systémique inspirée par la théorie critique, inspirée par la grande théorie. Donc, l'idée ici est vraiment de créer un saut qualitatif dans les concepts qui nous inspirent afin de guider la pratique sur le territoire. Et c'est ce que Olin Wright appelle donc une approche d'érosion, de déblocage au niveau territorial afin de penser une transition socio-écologique, donc à grande échelle. Mais d'abord, il faut la penser au niveau local et organisationnel, puis régional, et aller en augmentant. Et c'est ce que ce cadre théorique, ultimement, nous pensons, permettrait de faire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Philippe, de passer d'un ouvrage à un nombre réduit de mots à une capsule de 15 minutes à 5 minutes. Voilà, c'est la substantifique moelle qui vient de nous être livrée. Merci beaucoup. Je passe la parole à Margie Mendel, qui pourrait peut-être répondre à la question comment Polanyi, lui, fait-il la place au concept d'émancipation dans ses théories. Avec le micro ouvert, ça va beaucoup mieux, Margie. Alors, je vais essayer de débloquer ton micro. Est-ce que tu Non, je l'ai fait, je l'ai fait.
Ok, merci. Alors, merci Marie. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à mes collègues à Ottawa pour m'inviter de participer avec vous dans cet atelier. J'espère que vous avez regardé la vidéo, pas parce que c'est le dernier mot sur le sujet, mais avec 5 minutes, c'est difficile de résumer tout ce que je voulais dire. Je dois commencer en disant que ça fait au moins 30 ans que j'admire le travail de Nancy Fraser. Je l'ai utilisé dans mes cours. Je trouvais ses œuvres vraiment importantes. Mais que nous sommes en désaccord en ce qui concerne ces notions de triple mouvement et son interprétation de Polanyi. Et je pose la critique dans une façon très respectueuse et avec le plus grande admiration pour son travail, en particulier ces nouveaux articles qui arrivent. Cette notion de triple mouvement et de l'attacher à un concept d'émancipation, je pense ça, comment est-ce que je peux le dire, dynamise Polanyi. Polanyi ne parle pas de la protection sociale ou l'État-providence comme double mouvement, fin de l'histoire. On va d'une situation d'un système marchand autorégulateur vers la protection sociale. Tout est résolu. C'est pas nécessaire de déconstruire cette patente, l'État-providence avec toutes les contradictions à l'intérieur. Pas du tout. Polanyi était à bord et avant tout un historien social. Il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, le crash de 29, la grande récession de 33, la Deuxième Guerre mondiale. L'émergence de l'État-providence était une super grande perturbation. On parle de bouleversement. C'était un bouleversement inattendu et radical. Il était en Angleterre, il était choqué par les conditions de travail, la condition de vie des hommes et des femmes, qui ne voyaient pas même en Autriche, qui était un pays assez conservateur, mais il y avait le Vienne socialiste dans lequel il participait activement. Alors, avec peu de temps, je veux seulement dire que une lecture très limitée de Polanyi a donné lieu à cette interprétation qu'on a un double mouvement, un triple mouvement. Et c'est vraiment une façon de pas bien interpréter l'œuvre de Polanyi et tout ce qui est dynamique. L'attraction de la grande transformation comme un livre, c'est parce qu'il n'y a pas des réponses précises à des questions, il n'y a pas c'est pas axiomatique, c'est pas le marché ou la redistribution ou la réciprocité. Il parle du fait que les sociétés se caractérisent par ces trois phénomènes, ou par deux, ou par. Alors, il faut vraiment rentrer dans l'histoire et dans le contexte. Je vous invite à consulter, c'est tellement facile, à consulter l'archive de Karl Polanyi, où tout est numérisé et c'est pas seulement une question de tout lire s'il y a 100 000 pages, mais vous allez voir que les idées qui se trouvent dans la grande transformation étaient là quand il a écrit en 1910 jusqu'à 1964 avant sa mort. Et son préoccupation de début à la fin de sa vie était la liberté, la justice sociale, l'émancipation, une critique de l'individualisme, que nous sommes des êtres sociaux et on se valide comme humains seulement si on est dans des relations sociales. Il croyait beaucoup dans la capacité d'agir
Et pour avoir cette capacité d'agir parmi les hommes et les femmes, il faut le savoir, il faut la connaissance, mais il faut une co-construction de cette connaissance, que ça parle de la réalité vécue des gens, en particulier la classe ouvrière. Alors, c'est vraiment une invitation, c'est pas une promotion, une publicité pour l'archive, mais c'est une invitation. Et aussi, depuis les dernières 15 années, il y a beaucoup de livres qui sortent en plusieurs langues, qui regroupent plusieurs de ces articles qui n'étaient jamais publiés. Il y a beaucoup qui est disponible en français, en anglais, en allemand, même en coréen, espagnol, etc. Et il y a un fil conducteur dans tous ces travaux. Et le fil conducteur, c'est sa préoccupation avec l'émancipation et avec l'action collective, avec la capacité de la société civile, et pas seulement la capacité de la société civile d'agir, mais le fait que la société civile va agir pour arriver à la transformation que Philippe vient d'évoquer. Je pense que j'ai pris mon temps, je n'ai pas regardé. Marie, je pense que je vais m'arrêter ici. Merci, Margie, de nous rappeler qu'il faut bien lire avant de commenter et s'assurer que quand on croit apporter une contribution, on a bien saisi celle à partir de laquelle on veut ajouter. Et merci aussi d'avoir résumé en quelques minutes toutes les archives de Carl Polanyi. Non, pas du tout. Surtout de les avoir lues pour nous tous. Je passe maintenant la parole à Jonathan qui va nous expliquer pourquoi est-ce que l'innovation sociale, c'est un champ de bataille, Jonathan? Oui, donc c'est une grande question. De mon côté, depuis que je suis devenu professeur d'innovation sociale, on a dû enseigner à nos étudiants et étudiantes quelles étaient les innovations sociales. Une des premières choses que j'ai abordées, moi aussi en m'inspirant un peu des travaux de Nancy Fraser et aussi de Eric Wright, c'est de distinguer peut-être trois grandes formes d'innovation sociale, dont entre autres des formes davantage entrepreneuriales, marchandes, néolibérales, des formes inspirées de l'économie sociale, mais dans un contexte de concertation et inspirées de la social-démocratie, une approche plus institutionnelle aussi. Et j'ai voulu distinguer une troisième approche plus émancipatrice, critique, davantage centrée sur la critique et le dépassement des systèmes de pression. Et là, je me suis rendu compte par la suite que c'était peut-être trois visions, trois discours au cadre d'interprétation, mais ce n'était pas tant ce qui définissait les pratiques concrètes réelles des gens qui portent des innovations sociales, comment est-ce que ces gens interagissent entre eux, qui sont les différents acteurs et actrices qui se revendiquent de ce concept, qui est flou, contesté. Et j'ai découvert, en fait, ou j'ai plutôt redécouvert les travaux de Pierre Bourdieu et de façon parallèle aussi, les théories de Doug McAdam et de Neil Flickstein sur les champs d'action stratégiques. Et là, ça a été comme une forme de révélation théorique. Je me suis dit, si on prenait l'hypothèse que l'innovation sociale était un champ, donc c'est-à-dire une arène sociale institutionnalisée, avec des normes, des règles, des façons de se comporter aussi, des différents habitus, et qu'il y a un enjeu central, quel est l'enjeu de ce champ? Et là, en fait, l'enjeu, d'après moi, l'hypothèse que je fais au niveau théorique, qui est portée dans le discours de plusieurs acteurs, c'est le changement social ou la transformation sociale. Donc, il y a un enjeu central, on veut faire ça. Et comment on le fait? En développant des projets, des initiatives, des alternatives. Ça peut prendre différents termes. Ça peut prendre la forme d'entreprise, initiative citoyenne ou autre. Et il y a une multitude d'acteurs qui rentrent de ce champ. Et là, la conception du champ chez Pierre Bourdieu et chez d'autres auteurs aussi, des théories néo-institutionnelles, vont mettre l'accent sur le fait qu'il y a des normes qui vont un peu régir cet espace. Il va y avoir des relations de pouvoir, certaines pressions d'uniformisation, on pourrait dire d'isomorphisme institutionnel, qui va faire en sorte que les différents acteurs vont avoir tendance à employer les mêmes termes, discours, stratégies et outils. Il va y avoir une certaine professionnalisation du champ aussi, une certaine institutionnalisation avec des frontières. Et c'est ce qu'on assiste, d'après moi, depuis au moins une vingtaine d'années. Le concept d'innovation sociale a une plus grande histoire, mais vraiment une accélération, le développement d'unités de gouvernance, on pourrait dire aussi. Et c'est dans le fond une forme d'embryon de projet de recherche qui pourrait mener à des recherches empiriques concrètes, à en voir en fait quels sont ces différents écosystèmes d'innovation sociale. On parle souvent d'écosystèmes, donc série d'organisations
mais au lieu de voir ça uniquement comme des organisations qui interagissent, quelles sont les différentes relations de pouvoir et les formes de légitimité en cours dans cet espace. Je pense qu'il y a un petit bruit de fond, peut-être quelqu'un a laissé son micro ouvert. Donc, un peu l'idée, c'est d'aller voir de façon plus critique comment on peut comprendre cet enjeu-là. Et peut-être pour conclure ma présentation, parce que ça serait un peu long, il y a différentes choses qu'on peut étudier en tant que champ, dont quel est l'enjeu central et comment il est perçu, qu'est-ce qui va motiver les différents acteurs. Avec le langage de Bourdieu, on peut parler d'une illusio, donc c'est-à-dire d'une forme d'investissement libidinal pour dire qu'est-ce qui anime, quelles sont les différentes motivations profondes des gens qui sont dans ce champ, les types d'acteurs, le type de capital aussi qui va être utilisé dans cet espace, capital économique, capital social à travers le réseautage, capital culturel et peut-être un capital social de bienfaisance ou d'utilité sociale qui va être valorisé, cherché aussi dans cet espace. Et on pourrait essayer de déterminer quels sont les discours présents dans ce champ, les différents paradoxes rencontrés par différents acteurs, et puis quelles sont aussi les relations interchamps. Puis peut-être que je conclurai avec ça. La notion de champ, en fait, c'est un concept qui permet de penser les interactions sociales dans un espace intermédiaire. Donc, ce n'est pas les interactions microsociales uniquement, ni non plus à l'échelle macrosociale ou systémique. Donc, c'est un niveau mésosociologique ou mésologique, on dit parfois, donc intermédiaire ou milieu, mais on peut articuler cette théorie du champ avec des relations avec d'autres champs et voir comment différents acteurs interagissent à une échelle microsociale dans cet espace et comment disons, le champ des innovations sociales est lui-même imbriqué dans des champs plus grands. Le champ du pouvoir, le champ économique, le champ culturel, et ainsi de suite, et comment il va être influencé par ces autres champs. Donc, c'est juste vraiment un prisme qui nous permet d'aborder les questions, et je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être utiles pour les gens qui œuvrent dans ce milieu. Donc, je conclurai ici pour vous dire que c'est un projet de recherche plutôt que des recherches accomplies. Merci, Jonathan. C'est un programme de recherche en 12 points, si je me rappelle. C'est 12 subventions du CRSH et puis 12 ouvrages qui s'en viennent. Alors, merci beaucoup. La parole est à notre dernier présentateur, Simon. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impensé, de la définition de l'innovation sociale pour la pratique? Merci, Marie, parce que c'est effectivement bel et bien la question que je me pose. Mon intervention va être très courte. Je vous donne mes 4 réflexions principales. D'abord, je pense que mes 2 collègues, cette réflexion s'est faite dans la préparation d'un cours, moi aussi, où un des textes de notre animatrice était mobilisé notamment et où on présentait l'innovation sociale. Et je me suis dit en lisant Philippe et en lisant Jonathan, on est arrivé à un moment synthétique. On arrête de diviser l'innovation sociale en petits morceaux en disant, bon, il y a la néolibérale, il y a la social-démocrate, il y a la gentille, il y a la méchante. Bon, je caricature. On est à un moment où l'innovation sociale prend dans sa définition, c'est un tout à l'intérieur duquel il y a des débats. Donc, ça redevient une synthèse et les débats se comprennent soit d'une façon stratégique, plus du côté de Philippe, soit d'une façon, champ de bataille, compréhension du champ, etc., comme Jonathan nous fait. Ce que je me disais, c'est que l'unité que mes 2 collègues ont en commun, c'est cette adhésion à la théorie assez classique, assez centrale des mouvements sociaux. Donc, où ils reprennent la théorie de la mobilisation des ressources, qui est, chère à Doug McAdam, que Jonathan mobilise dans son texte, mais également qui est très, très présente, en fait, dans le texte de Philippe, qui est le fondement de l'argument de Philippe, c'est-à-dire que ce sont les gens qui font de l'innovation sociale sont en fait des acteurs dans un contexte où les ressources sont rares, où il faut qu'ils débattent les uns avec les autres, où ils font usage de stratégies, etc. Donc, on replace, en fait, on recadre l'innovation sociale dans la sociologie des mouvements sociaux. Or, c'est mon 3e argument, bien, j'ai des doutes sur l'utilité de l'adhésion à cette sociologie du point de vue de la pratique. En me basant sur un texte de Bevington et Dixon qui nous disent, nous, on est en sociologie des mouvements sociaux depuis des années. C'est le paradigme dominant chez nous, la mobilisation des ressources. Et puis, ce paradigme-là sert très peu aux gens qui sont dans les mouvements sociaux, qui sont des activistes, qui font des choses.
En fait, ils lisent complètement autre chose. Ils sont stimulés par d'autres réflexions. Ils lisent la théorie, mais pas celle qu'on fait. Et il faut peut-être se demander pourquoi, si on juge que c'est important de discuter avec les gens qui sont directement impliqués. Et comme mes collègues mobilisent, et c'est mon dernier élément, et comme mes collègues mobilisent, comme tout le monde dans le champ, pour reprendre le terme de Jonathan, de l'innovation sociale, dit c'est bien important de parler aux praticiens, mais on peut soutenir, peut-être qu'on peut dire le contraire aussi, on peut dire, nous, on fait de la science descriptive, on fait ça pour des universitaires, puis c'est bien correct. Ça, avec quoi, j'ai pas de problème. C'est juste que quand on dit, oui, mais nous, on est en dialogue avec des praticiens, je me demande si c'est vrai, je me demande si la production intellectuelle, pas qu'on aille les voir là, puis qu'on discute avec eux, ça, je sais bien que ça se fait, mais la production intellectuelle qu'on fait est-elle d'intérêt pour les gens qui font de la pratique? Et, et je termine par le début, ce qui m'a amené à avoir cette réflexion-là, c'est que j'ai pensé à chaque fois que j'ai travaillé dans des organisations et à fonder des organisations qui ont fait, en tout cas, qui espéraient faire du changement social, jamais il m'est passé par la tête de lire quoi que ce soit qui est lié à la production d'innovation sociale et jamais mes collaborateurs non plus faisaient cette lecture-là. Donc, je trouve que ça pose une question qui mérite d'être approfondie. Voilà. Merci. Encore plus synthétique. Il y a des questions qui apparaissent dans le clavardage et je vais sans doute demander aux personnes qui les écrivent de les dire à haute voix, de prendre le micro. Je crois qu'il s'agit de Sylvain. OK. J'ai préparé une question pour chacun. C'est Noël. Pour Margie, ça t'explique très bien que Polanyi ne se réduit pas à la dichotomie marchandisation-protection. Et dans ta compréhension, toi qui es attentive aux usages de Polanyi, pourquoi il a été réduit à ça? Comment ça se fait qu'il a été réduit à ça? Pour Jonathan, moi aussi, en bon bourdieusien, Bourdieu, ça invite beaucoup à l'auto-analyse. Alors, je me demandais, après 5 ans, et étant toi aussi chercheur, praticien de cela, où se situe l'école d'innovation sociale dans le champ de l'innovation sociale? Justement, par rapport aux critères que tu indiquais dans sa genèse, le lien au champ adjacent, ça peut être les trajectoires des profs, ça peut être les propriétés sociales des étudiants, bref. Comment est-ce que tu vois ça? Pour Philippe, j'avais lu aussi ton cahier de recherche et par rapport à ta communication, tu présentes ta proposition comme un dépassement de l'approche du crise. Et pourtant, comme tu le sais, c'est un peu absurde de poser ma question dans un colloque qui s'intitule « La contribution des innovations sociales, la justice sociale, environnementale et épistémique » où Nancy Fraser est la conférencière principale, une espèce de retour vers le futur. Bref, méthodologiquement, sur quoi tu t'appuies pour définir l'approche du crise? Il y a un côté intéressé parce qu'il m'arrive de travailler à définir ce que c'est que le crise. Et ça fait un lien aussi avec l'action de l'usage par rapport à qui était envoyé à Margie sur l'usage des théories. Et pour Simon, je me demandais par rapport au point que tu fais sur l'articulation entre validité académique et validité sociale, enfin, c'est une manière de l'articuler. Comment tu te positionnes par rapport à tout le champ des recherches partenariales qu'on appelle recherche-action? Là, je ne rentre pas dans le détail. Quel regard tu jettes par rapport à ça, que ce soit du point de vue de la recherche ou ça peut être aussi de l'enseignement, parce que je sais qu'à l'École d'innovation sociale, vous articulez le centre de recherche, mais aussi le fait de travailler avec des organismes. Donc aussi dans ta pratique, quel regard tu portes là-dessus? Voilà, merci. Je vous laisse faire un tour de table avant de prendre une autre question. Un tour de réponse. Mais la réponse est longue, Sylvain, et je vais essayer de résumer et le faire assez court. C'est pas correct, hein? Polanyi n'est pas interprété que comme ça. Si tu vas sur le site web de l'Institut et tu vois les nombreux ouvrages, en particulier depuis, je dirais, 89, avec la chute du communisme, jusqu'à récemment. C'est très nuancé, hein, la lecture de Polanyi. Il y a les Polaniennes qui écrivent les livres sur lui ou les biographies intellectuelles, ou Safi Kari Polanyi-Levitt qui a écrit
énormément, qui met toujours son analyse profonde de l'émergence de l'État-providence comme un moment dans l'histoire, mais pas la fin de l'histoire. Il a écrit avant sa mort le fait que le monde occidental n'a rien à offrir aux pays sous-développés. Donc, aucune célébration de l'État-providence. Je pense que c'était depuis, je m'excuse, l'arrivée de cette notion de triple mouvement qu'il y avait un incroyable accueil à cette idée. Et c'est pas pour dénoncer ça, mais c'est vraiment une invitation de dire wow, parce que ça met Polanyi dans... Il était toujours contre une modélisation ou de voir la société sans sa complexité. Il parlait beaucoup dans le dernier chapitre de la réalité de la société. La réalité est complexe. Donc, on ne peut pas dire, si une société est complexe, bien sûr, il y a l'oppression, il y a l'émancipation, il y a les dynamiques entre ça. Un des moments, je vais terminer ici, un des moments clés que je pense était clé, il y avait 89 qui étaient clés parce que c'était le fin du monde bipolaire, mais 99, Seattle, il y avait un énorme intérêt dans Polanyi. Il n'y avait rien à voir avec l'État-providence en 99. C'était la faillite de modèle, y compris la protection sociale telle qu'elle existait. Alors, c'est une lecture très partielle, mais il y avait une vitesse dans laquelle cette idée de triple mouvement a pris... et je pense que je suis pas d'accord avec ta question. C'est pas une interprétation typique de la lecture de Polanyi. C'est une interprétation récente, les dernières quelques années qu'on parle de triple mouvement. Merci, Margie. Est-ce que Simon... Ben oui, je peux bien y aller. Écoute, merci Sylvain pour la question. Je vais dire deux choses. Une réponse très honnête sur ma pratique à moi, puis une plus large sur les pratiques que je vois ailleurs. Moi, j'ai de la difficulté en ce moment à être capable de faire de l'enseignement, faire de l'action politique et de la transformation sociale, et de trouver le temps pour faire de la recherche sur l'action politique et la transformation sociale à laquelle je participe. C'est probablement dû à mes capacités limitées, mais ma difficulté est la suivante, c'est que, et je pense que ce serait intéressant que peut-être que je serais capable de faire de la recherche pertinente pour d'autres praticiens si j'étais en mesure de transformer ces projets d'action en projets de recherche-action, mais j'ai aucune capacité, je suis déjà à mon maximum à tenir les projets tels qu'ils sont. Donc, de dédoubler, parce que, bon, ceux et celles qui ont pratiqué la recherche-action, vous savez à quel point c'est du travail que de faire ça, de dédoubler le temps pour pouvoir dire, oui, ben là, on a fait plein d'affaires, maintenant prenons un temps, réfléchissons, écrivons un journal de bord, suivons notre processus de diagnostic, etc., etc. Je ne vois pas comment je le ferais. Le commentaire sur les pratiques qui ont été faites, souvent, je les trouve très inspirantes. Je me demande, moi, quand je les lis comme chercheur, comme universitaire, je les trouve très intéressantes. Je reste incertain sur leur portée chez les praticiens et les praticiennes. Dans certains cas, ils ont une... Puis j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer comment. Bevington et Dixon avaient une thèse sur la question, je me lancerai pas. Mais il y a certains de ces écrits-là qui circulent énormément et j'ai de la difficulté à dire pourquoi ceux-là plutôt que les autres. Et de l'autre côté, il y a des ouvrages lourdement théoriques, même parfois difficiles à saisir. Puis l'exemple que Margie donnait est excellent. Comment se fait-il que des militants, militantes qui ne prennent pas le temps de lire des choses sur les affaires sur lesquelles ils font, lisent
Polanyi, qui n'est pas une lecture si aisée que ça et qui demande pas mal de travail, ben, comment ça se fait que ça marche? Puis je pourrais dire la même chose sur Agamben, je pourrais dire la même chose sur le comité invisible, je pourrais dire la même chose si on pense aux militants français. Ben, il y a là un travail à faire. Et quand Philippe dit il faut le retour de la grande théorie, je suis assez d'accord, je suis juste pas sûr qu'on en fait. Donc, voilà pour ça. Je voudrais prendre une demi-seconde sur la question de Polanyi et Fraser, et je suis absolument d'accord avec Margie sur le fait que c'est très réducteur de réduire Polanyi au double mouvement. Aucun problème avec ça. Pour moi, ce que Fraser essaie de nous dire, c'est qu'elle est face à quelque chose comme l'émancipation, qui n'est pas un trait positif, ou en tout cas pas du tout uniquement positif dans son œuvre, l'émancipation. Elle en fait la critique, et elle dit, on a besoin de comprendre ça, et je ne trouve pas les clés chez Polanyi pour comprendre cet élément-là. Et moi, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose d'intéressant dans ce terme pour comprendre à la fois l'émancipation néolibérale qu'elle critique lourdement et une autre potentialité d'émancipation plus liée avec la protection sociale qu'elle appelle de ses voeux. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de riche là. Peut-être que je ne l'ai pas vu chez Polanyi, mais c'est plus ça que je comprends que de dire Polanyi est figé dans la social-démocratie. Je lisais pas Fraser comme ça, moi, mais peut-être que je suis trop généreux à son endroit aussi. Philippe, est-ce que c'est un bon moment d'introduire ta réplique? Certainement, certainement. Ben, merci, Sylvain. Je pense que tu as raison. Le texte initial avait été publié en 2019. Il tient moins compte de ce qui aurait été effectué sous sa direction du CRISE, mais je pense qu'elle demeure tout de même. Il faut noter que ces idées-là ont été développées de 2016 à 2019 quand on montait nos programmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens du CRISE qui venaient évaluer nos programmes et ils nous disaient, et là dans le sens populaire, qu'on était dans le champ. C'est-à-dire qu'on n'était pas en innovation sociale à ce moment-là. On amenait des choses qui étaient moins cohérentes, donc je joue avec les mots ici. Aujourd'hui, c'est différent, mais je parle pas d'une époque si lointaine non plus. Puis, je me base aussi sur la littérature. Là, si on parle à Benoît Lévesque qui nous parle de la 4e génération de chercheurs ou Klein qui nous parle aussi d'une 4e génération d'innovation sociale en lien avec le développement territorial, etc. Donc, toute cette approche qui dit, OK, maintenant, la question centrale, elle est de transition systémique. Les textes canons du CRISE, multiniveaux, en 3 niveaux, sont très régulationnistes, institutionnalistes, et nous pensons justement le fait de ramener Fraser est justement un statement, une réorientation sur les fondements, parce que l'école de Francfort, puis ce dont on parle, c'est pas tout à fait la même chose en termes de racines théoriques. Donc, oui, il y a convergence aujourd'hui, mais je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire, aux crises aussi, avant de dire nous avons une théorie multiniveau, si une telle chose peut arriver un jour aux crises, là, mais dire pour l'opérationnalisation, pour qu'elle se fasse, pour qu'elle se diffuse, je pense qu'il reste énormément de travail de part et d'autre. Et le but, c'est de contribuer à cette opérationnalisation théorique-là, particulièrement au niveau du multiniveau, en se concentrant sur le méso, le stratégique, pour guider les choix des organisations. Petit mot sur Polanyi, moi non plus, je peux pas m'empêcher. Je trouve aussi que, et en fait, pour être honnête, il faut dire que c'est Margie qui, lors d'une visite chez nous, nous aura inspiré vraiment à pousser l'angle polanien. Nous lui aurons peut-être pas fait honneur en bifurquant, en prenant Nancy Fraser, mais Nancy Fraser, avec l'ordre social institué, en définissant le capitalisme, puis en l'opérationnalisant en 3 mouvements, nous facilite énormément les choses, pédagogiquement et théoriquement, pour faire cette opérationnalisation multiniveau dont on vient de parler. À tout le moins, c'est comme ça qu'on l'a lu. Alors là, je vois Margie qui réagit, mais voilà pourquoi on a décidé d'emprunter la voie néopolanienne qui n'a pas pour objectif de faire justice à Polanyi et ne le fait pas, justement. Elle fait autre chose, mais ça peut être utile également. Voilà. Merci Philippe. Je ne redonne pas la parole à Margie, même si elle le souhaiterait par souci d'équité, mais aussi pour entendre la réponse que Jonathan va donner au directeur du CRISE, quand même, c'est important.
Oui, mais en fait, c'est une excellente question. Donc, en termes d'autoréflexivité sur les pratiques, comment on peut appliquer le cadre du champ pour expliquer la genèse de l'école d'innovation sociale? Ici, je peux me tenter sans trop révéler trop de détails précis, mais si on regarde un peu la genèse de notre école, on se situe au niveau géographique aussi, au niveau d'Ottawa, à la frontière entre le monde francophone, anglophone, entre une approche issue en fait, l'innovation sociale, beaucoup, en fait, inspirée, teintée par des chercheurs, par des gens et par des liens organiques aussi avec le milieu de l'économie sociale qui, au Québec, est très institutionnalisé. Donc, disons, la part d'économie sociale est assez prépondérante dans la recherche, dans la pratique et dans l'appropriation de ce vocabulaire, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est davantage entrepreneuriat social, plus la philanthropie, quoique la philanthropie même dans l'écosystème montréalais, prend beaucoup de place depuis la naissance de la Maison de l'innovation sociale et d'autres fondations qui rentrent aussi, qui ont une influence. Donc, nous, on est un peu au carrefour. À titre de trajectoire socio-professionnelle, sociologique des professeurs, la plupart des personnes qui ont créé l'école, ces programmes, à mettre en place la vision de la recherche et tout ça, on vient entre autres du champ militant de la recherche. Donc, peut-être que ça teinte en quelque sorte le fait qu'on a une trajectoire de gens impliqués dans les mouvements sociaux, soit dans les milieux féministes de l'intersectionnalité. Donc, ça se reflète dans nos programmes, dans nos thèmes de recherche. L'approche aussi, la critique du capitalisme qui est frontal, qui est vraiment décomplexé et qu'on enseigne des cours, on fait des recherches sur le post-capitaliste. Pour nous, c'est un thème important, entre autres. Puis disons, il y a ces thèmes-là qui se retrouvent, d'après moi, puis ça se reflète dans nos cursus, dans nos programmes. Puis là, le CRISE est en train de prendre une inflexion qui va dans cette direction-là aussi, mais qu'on est arrivé, du moins, on a créé ça par nous-mêmes ici. Puis là, on voit que ces thèmes-là, en fait, ressortent dans plein de milieux aussi. Et peut-être pour conclure, l'autre élément, je pense qu'on se retrouve aussi dans une situation, si on analyse le champ de l'innovation sociale au sein de la recherche, donc on peut dire le sous-champ de la recherche dans le champ des innovations sociales, on arrive comme tel à l'école d'innovation sociale, comme ce que Pierre Bourdieu appelle, il y a une dynamique entre les intérêts établis, les gardiens de l'orthodoxie, donc qui sont là depuis très longtemps, qui définissent en fait, qui ont amené la définition des innovations sociales. Et nous, on arrive en quelque sorte un peu, soit malgré nous, ou par la force des choses, où là, je vois ça après le parcours comme des challengers, comme des personnes, des nouveaux arrivants qui mettent au défi, qui amènent des nouvelles définitions, des nouvelles propositions. Peut-être qu'ils sont véridiques ou non, mais il y a ces dynamiques-là internes dans la définition du champ. Comment définir ce que devrait être la recherche d'innovation sociale? Et je pense que notre école a joué un rôle, en fait, pour bouger des lignes un peu, même si on est encore extrêmement minoritaire. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui travaillent sur ça, qui font de l'excellent travail. Nous, on est arrivé à un certain moment et on voit que les pourtours de ce qu'on définit comme la recherche en innovation sociale ou les pratiques d'innovation sociale ou la critique de ce qui se produit dans la société, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui se font, mais nous, on est arrivé avec cette ligne-là d'orientation critique. Puis ça explique peut-être parce qu'on est soit d'une autre génération, on arrive ensemble, puis on définit un programme, un cursus, puis il y a des quêtes de légitimité de part et d'autre qui se font aussi. Donc, je pense que ça peut jouer aussi dans l'explication générale. Donc, c'est juste ici une auto-analyse un peu à partir de l'approche de Bourdieu. Et on ne fera pas l'auto-analyse de tous ceux qui sont autour de la table, puisque nous sommes 42, et je suis sûre que beaucoup de personnes auraient quelque chose à dire là-dessus, notamment sur une perspective intergénérationnelle. Donc, il y a plusieurs commentaires. J'ai des questions. Il est 14h44. Nous n'avons pas beaucoup de temps encore. Je vais prendre une rafale de commentaires que je vais espérer être pas trop long. Mais vous n'êtes pas obligé de ne vous adresser que aux panélistes. Vous pouvez vous adresser de façon générale et faire un commentaire sans nécessairement en attendre une réponse à chaque fois. Donc, je donnerai la parole, dans l'ordre de ceux qui ont demandé la parole, à Dan Marquez en premier. Merci beaucoup, Marie. On avait essayé de faire un panel avec tous les papiers du colloque qui essayaient justement de repenser un peu les fondements d'une innovation sociale transformatrice, émancipatrice. On s'est retrouvés un peu dans des panels différents par la force des choses, un peu des conflits d'horaires.
Mais ce matin, j'étais dans un autre panel avec Jonathan pour un papier qu'on a écrit ensemble qui portait sur les mêmes thèmes qu'on est en train de discuter en ce moment. Donc, je me disais que j'allais peut-être faire un commentaire général un peu. Et dans notre panel de ce matin, il y avait aussi un autre papier qui était mis par une coop, une SCOP en France, qui proposait également une autre forme d'innovation sociale émancipatrice. Autrement dit, mon commentaire portait un peu justement sur ce phénomène-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression, en regardant le programme du CRISE de ce colloque-ci, on assiste à une multiplicité de tentatives de définir ou d'avoir le dernier mot sur « moi, je sais c'est quoi l'émancipation sociale, l'innovation sociale émancipatrice, voilà comment on la pense ». Donc, que ça soit par Fraser, par Polanyi. Ce matin, moi et Jonathan, on avait proposé une articulation entre la démocratie comme forme de vie chez Dewey, les éthiques du care et les approches du don, inspirées de la revue du MOS. Donc, il y a Flore Avellino avec toute sa bande qui ont proposé aussi une approche relationnelle centrée sur une analyse des rapports de pouvoir pour penser aussi l'innovation sociale. Donc, autrement dit, il y a vraiment une panoplie, une floraison d'approches qui sont en train d'émerger et je pense aux commentaires que Simon a fait, c'est-à-dire en termes de synthèse et en même temps aux commentaires de Jonathan, de le penser en termes de champ de bataille. Assiste-t-on à un champ de bataille entre les approches critiques de l'innovation sociale qui essayent, tant bien que mal, de se positionner comme étant la plus critique ou la vraie émancipatrice? Je pense qu'il faudrait sérieusement réfléchir à ça et je pense qu'on a tout à gagner plutôt que d'écrire chacun dans notre coin, d'essayer de converger puis de proposer quelque chose ensemble. Ou peut-être que non, peut-être que ces approches-là gagnent à être mises en relation et qu'au contraire, c'est par la diversité des approches dites toutes émancipatrices qu'on va peut-être réussir à... Salut Margie! On va peut-être réussir à trouver des chemins différents. Je reprends Dewey que je connais un peu ce matin, qu'on mobilisait, qui va parler de l'importance des expériences, des expérimentations politiques. Autrement dit, il ne faut surtout pas restreindre ou baliser ou trop baliser les formes que pourraient prendre justement les innovations sociales émancipatrices, mais au contraire, laisser aller la pratique et expérimenter le plus possible. Certains s'inspireront peut-être de Fraser, d'autres s'inspireront peut-être d'autres auteurs, autrices. Oui. Mais bref, doit-on faire une synthèse? Doit-on laisser le champ de bataille aller et nous confronter les uns les autres? Dernier commentaire, je conclue là-dessus. Par rapport aux mouvements sociaux, moi, je viens des théories des mouvements sociaux, je l'ai enseigné encore à l'automne. Et j'ai l'impression que ces gens-là, quand ils doivent nous regarder et puis se demander, mais d'où ils sortent, ces gens? Parce qu'il y a une tradition immense en sociologie des mouvements sociaux qui travaille ces questions-là depuis toujours. Et puis tout d'un coup, nous, on arrive avec nos gros sabots, en quelque sorte, et on dit, voici c'est quoi la transformation sociale, voici c'est quoi la transformation systémique, voici c'est quoi... Alors que les mouvements sociaux et les recherches là-dessus portent sur ces thèmes-là depuis au moins les années 30, 40. Merci, Dan, je m'excuse. Juste merci une matière à réflexion. De nous ramener des choses qui viennent de notre séance qu'on pourra réécouter aussi à partir de la plateforme. Je veux pas... il reste juste quelques minutes. Je voulais vous signaler qu'il y a un Jonathan qui veut parler à Jonathan, mais du communautaire. Il y a aussi Ophélie et Marco qui veulent parler. Alors, ce que je suggère, c'est que le Jonathan, l'Ophélie et le Marco parlent successivement. Et que s'il nous reste, on fera un dernier tour de table, si vous êtes d'accord. Et ceux qui ne parlent pas, je vous remercie de fermer vos microphones, comme je le fais moi-même à l'instant. Oui, j'ai essayé de... Parfait pour parler successivement. J'ai essayé d'être succinct aussi. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans les vidéos, puis je viens du milieu communautaire. Je suis maintenant rendu dans le milieu de la philanthropie, puis l'intérêt de l'innovation sociale vers la pratique et plus spécifiquement, parce que moi, c'est mon parcours, l'action communautaire autonome, c'est vrai qu'il y a un fossé. Puis si j'avais une question à émettre, c'est comment un peu réconcilier ces deux mondes-là
Puis peut-être pour une piste de réflexion, là, j'essaie de faire vite, là, de synthétiser, mais pour avoir travaillé une quinzaine d'années dans le milieu communautaire, en effet, quand on est dans l'action puis qu'on a un peu de temps pour se pencher, bon, si on n'a pas le parcours académique comme moi, je viens pas de ce milieu-là, donc on n'a jamais eu le temps de lire là-dessus. Quand on est dans l'action, on va chercher des approches, de la théorie, de la littérature qui rejoint plus directement notre champ d'action, qui rejoint plus directement les enjeux sociaux sur lesquels on agit et non l'innovation de façon globale. Et moi, c'est parce que j'avais un intérêt envers tout ce qui était plus macro que j'ai quitté un peu le milieu communautaire qui est trop dans l'action-réaction, dans la gestion, dans la première ligne et on n'a pas le temps de se pencher sur l'innovation sociale. Donc, je crois que là-dedans, il y a une piste de réflexion. Puis aussi, de ma perception, l'innovation sociale c'est bien approprié par les entrepreneurs sociaux. Puis j'entendais beaucoup Jonathan réutiliser cet exemple-là quand on parle du champ. C'était souvent le premier exemple de l'acteur terrain avant même le milieu communautaire ou la mobilisation citoyenne. Puis on voit qu'ils sont plus petits, selon moi, en nombre, mais ils attirent beaucoup plus l'attention du grand public parce qu'ils ont ce discours facile-là, néolibéral, de solution, problème. On a fait un match parfait comme dans un marché, puis il y a une réponse à offre-demande. Bref, je pense aussi que ça fait que peut-être beaucoup de personnes terrain qui, quand ils n'ont pas pris le temps de voir c'est quoi, ils gardent plus cette perception-là d'un buzzword qui fit bien avec les entrepreneurs sociaux, puis peut-être moins avec l'activisme, le milieu communautaire autonome, tout ça. Donc, garrocher rapide, c'est du mieux que je peux faire. Parfait, merci. Et c'est ce qu'on voulait, c'était la parole du praticien. Il y a aussi Ophélie qui, je crois, de ce point de vue-là, voulait faire un petit commentaire. Oui, c'était davantage un commentaire. Ophélie Cousper, je suis agente de recherche pour la Table nationale des corporations de développement communautaire, la TNCDC, qui justement en fait, dans notre approche en soutien au CDC, à l'action communautaire, on essaie de se réapproprier en fait ces termes-là d'innovation sociale. Et c'est pour ça, en fait, le commentaire était à l'idée de l'approche du champ, vraiment intéressante parce que je dirais qu'on est quand même une petite bébête un peu bizarre là, dans l'action communautaire. La TNCDC dans le sens où on ne fait pas l'unanimité quand on affirme que l'innovation sociale est naturellement communautaire, parce qu'en effet, il y a un vocable qui n'est pas propre à nous et qui tente, en fait, qui semble, je dirais, c'est ça, inspirer plus ce que vous nommiez là, de l'acteur de l'innovation sociale plus charismatique, ce qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de l'innovation sociale, en fait. Donc, en fait, l'approche du champ en disant, l'idée de ce champ de bataille, de se dire, c'est des relations de pouvoir finalement qu'il faut travailler, puis prendre notre place aussi dans ces dialogues-là, je le trouvais vraiment intéressant. Et que voilà, c'était simplement... Merci beaucoup, Ophélie. Marco Alberio. Oui, bonjour. En fait, très rapidement, j'ai 2 points. Le premier, c'est que je trouve intéressant le fait qu'à Ottawa, vous avez mis ensemble ces 2 concepts, celui d'innovation sociale avec celui d'émancipation. Donc, c'est quelque chose peut-être qui n'était pas déjà mis ensemble comme ça dans un seul nom, mais la question même dans Polanyi, justement, la question de l'émancipation, des mouvements émancipatoires dans le double mouvement a émergé clairement. Il s'était nommé aussi de cette façon. Donc, je pense que je suis d'accord aussi avec certains éléments qui disait Margie, de l'importance de relire Polanyi parce que moi, c'est sûr que j'ai peut-être une déformation. J'étudiais avec Enzo Mingione, qui c'est le représentant de Polanyi en Italie. Et donc, pour moi, dans Polanyi, il y a tout. Donc, peut-être c'est une vision un peu optimiste, je ne sais pas. Mais une dernière chose que je voulais dire lié à ce que disait Jonathan sur les contextes, peut-être la différence entre le contexte québécois et votre réalité à la frontière, disons, à Ottawa. C'est intéressant, je vais réfléchir, mais je ne suis pas certain. Je viens d'Italie, comme vous l'entendez, et maintenant je suis retourné professeur à l'Université de Bologne depuis 3 mois. Je garde quand même mon pied à Rimouski encore, mais alors je connaissais le milieu italien et tout ça, et là, je replonge dedans. Et je peux dire que même si le milieu italien est vraiment
informel, comme vous savez, le contexte de l'informalité et toute cette question-là, surtout à Bologne, la ville où j'habite maintenant, toute la question des mouvements rouges et tout ça qui tiennent encore, les centres sociaux et tout ça. Donc, c'est loin d'être institutionnalisé comme nous, les maudits réformistes du crise. C'est des gens qui se battent encore avec la police et tout ça. Mais je dois dire qu'ici, l'approche polanien classique et même contre la question du triple mouvement de Nancy Fraser, je venais d'écrire aujourd'hui à Enzo Mingioni sur ça, c'est encore très, très présent. Donc, c'est intéressant, Jonathan, je prends ta réflexion et je vais essayer d'acheminer, mais je ne suis pas certain avec cet exemple-là. Je te dis, quand on parle avec les mouvements sociaux ici, c'est des gens qui se battent là avec la police. Donc, même comme universitaire, on est un peu mal pris. Donc, je voulais juste donner cette petite contribution de l'Italie où c'est 9 h le soir et je prends mon petit verre en vous écoutant. C'est très drôle parce que je trouve qu'au CRIS, on n'a jamais, pas jamais, mais on est très consensuel des fois. Donc, j'aime bien que vous nous, comment on dit, kick the ass. Mais on va vous retourner, hein. On est capable. C'est sûr. Il nous reste 4 minutes. Vous êtes 4 personnes. Je vous donne 30 secondes chacun pour un petit mot de la conclusion avant de vous laisser filer vers la Nancy Fraser en question. Alors, dans l'ordre où vous avez parlé aujourd'hui, excluant mardi. Philippe. Donc, moi, je trouve que le débat est très intéressant. C'est un débat qui implique tout plein de gens puis qui n'est pas exclusif aux gens d'Ottawa, là, même si on est bien représenté. Mais il existe un champ d'innovation sociale. Moi, je pense que Jonathan met bien le doigt là-dessus. Il y a des ressources qui sont particulières. Il y a une communauté d'apprentissage, une communauté de pratique. Et quand on fait de la théorie, quand on fait de l'enseignement, ben, on en fait un assemblage. Et bon, Simon, on pourra dire si on est plus ou moins en lien avec la pratique, mais le plus bas dénominateur, c'est notre enseignement. Donc, à tout le moins, on influence un certain nombre de personnes par là. Et quand on est dans un moment paradigmatique, ben, il faut tenter de monter une proposition, des propositions, ou à tout le moins de suggérer une série d'idées et de concepts avec qui on travaille dans l'université. Donc, moi, je pense que c'est au moment où est-ce qu'on est dans une transition paradigmatique qu'il faut avoir ces débats. Et l'enjeu n'est pas d'avoir le dernier mot, mais bien de voir et de tester différents assemblages pour voir si ça inspire et si ça peut servir cette pratique et cette réflexion. Tout à fait. Et d'être provoque, des fois, ça engage la discussion. Merci. Absolument. Jonathan, puisque mardi n'est pas là. Oui, bien en fait pour moi, merci beaucoup pour vos commentaires, réflexions et pour rebondir un peu sur ce que Dan amenait. Je crois qu'actuellement, on assiste vraiment, je pense, à une grande discussion sur les approches émancipatrices au pluriel avec un S. On est un peu dans un champ de bataille ou de discussion. Les interrogations aussi que Simon amène sur est-ce qu'on est vraiment lié à la pratique, est-ce que c'est pertinent pour des mouvements, pour des gens qui essaient de changer le monde? La question se pose et je crois qu'il faut y répondre de façon assez sérieuse, que ce soit par recherche action ou par des idées qui permettent d'outiller les gens à œuvrer puis à naviguer la complexité dans leur champ d'action. Puis si ça les aide, si la théorie aide la pratique et que la pratique nourrit la théorie, c'est là, je pense qu'on fait notre travail. Mais c'est pas gagné d'avance et c'est quelque chose qu'on doit veiller à faire chacun d'entre nous, peu importe où on est situé par rapport au champ. Donc, c'est ça. Merci. Et sur la planète, hein, comme on le voit. Aussi. Merci, Jonathan. Simon. Merci, merci tout le monde. Merci, Marie, pour cette animation. Merci, messieurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pas sorti de notre présentation, c'est nos débats internes, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère. Je pense que je m'en faisais dans une certaine mesure le représentant. Je crois qu'on a à continuer à discuter de tout ça, mais est-ce vraiment ça qu'il faut faire? Ça reste ma question. J'ai l'impression qu'on a plus besoin d'action et plus besoin de transformation sociale que de recherche. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, quand on veut transformer les choses, il faut souvent s'unir et mettre les efforts en commun plutôt que de se regarder les uns les autres. Merci beaucoup à tous pour votre présentation. Merci pour la participation vive de l'auditoire.